dans ses études. Il essaye de prendre des cours de sculpture à Perpignan, ce fameux professeur, mais ça n'a pas duré longtemps. Alors en définitive, il est un peu désœuvré, mais vous savez, il persévère, et un jour, il rencontre à Banyuls un touriste, un jeune, qui lui dit: mon pauvre vieux, si tu veux devenir peintre, il faut que tu montes à Paris. Ça ne prendra rien dans ce pays. Il faut que tu montes à Paris. Or, c'est faisable. Le train arrive à Banyuls, là. Ils sont en 75-76, la gare est inaugurée, donc c'est une possibilité. Mayol ne peut pas partir avant d'avoir 21 ans. C'est absolument impensable, avant la majorité, de partir aussi loin de la famille. Alors il finit par convaincre la tante Lucie qu'il va lui donner un petit subside, et puis il va aussi toucher, de la part du Conseil général, une petite bourse de l'ordre de 200 francs par an, puis ensuite 300, 400 ensuite. Enfin, il touchera tous les ans une petite bourse qui va bien dépasser 400 francs par an. Chaque fois qu'il présente un tableau, c'est bien dommage qu'on ne les récupère pas, ces tableaux, parce que ce serait amusant. Ils auraient une certaine valeur. Il présente un tableau, on estime que ça vaut la peine, donc on lui donne la bourse. Alors il monte à Paris. Il arrive, c'est possible, il monte à Paris, et vous savez, à Banyuls, on se méfie de Paris. On se méfie beaucoup, parce que la capitale a une mauvaise réputation. Le Moulin Rouge, si bien que dans le premier manifeste de l'Office de tourisme de Banyuls, vous pourrez lire, si vous le tombez sous les yeux, alors que le train arrive, on crée l'Office de tourisme, et il y avait dans ce manifeste: oui aux touristes, mais non aux catins. Vous voyez, on est ferme là-dessus. Je ne sais pas si les hommes partageaient cette opinion, je ne pense pas. Enfin, vous savez, les femmes vous faire alors on se plie, et pas de catins, surtout pas de catins. Alors Mayol monte à Paris, et là, grâce à son frère aîné, et qui était rentré en relation avec un ancien instituteur de Banyuls qui s'était installé à Paris, il arrive à trouver une chambre de bonne, dans un grenier, enfin, dans un gardard, une très modeste chambre. Hein. Et là, cette chambre se trouve dans une rue qui va pas du tout rassurer la famille, parce que cette rue s'appelle rue Petite Vertu. Il est tombé dedans, le malheureux. Vous savez, il était plus sourd. Mais bon, rue Petite Vertu, il est foutu. Enfin, alors Mayol va vivre très difficilement. Et puis, il va avoir le courage d'aller voir un sculpteur et peintre qui s'appelait Jérôme, qui était très connu, mais qui était redoutable. Il avait une voix qui portait forte, et il s'arme le courage et il va le voir. Et il monte un escalier monumental, au premier étage, il hésite devant la porte, enfin il s'encourage et tape, il entend une grosse voix qui lui dit: entrez, avec beaucoup d'air, comme vous savez prononcer ici. Et il racontait: j'ai failli foutre le camp. Enfin, il ouvre, et il trouve Jérôme étendu sur le sol, en train de peindre, ça arrivait, il peint quelquefois, qui se redresse un peu. Il lui dit: qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Je veux apprendre la peinture. Vous avez quelque chose à me montrer? Alors il lui montre un dessin. Vous ne savez rien, allez aux arts décoratifs avant, après on en reparlera. Bon, alors, Mayol Foucault va à l'école et là, c'est tellement sombre et inquiétant qu'il ne va pas y rester. Il veut rentrer au Beaux-Arts. Et là, il va y aller au culot. Et malheureusement, c'était la première année où il fallait absolument avoir satisfait un examen d'entrée. Et là, il y a un brave gardien qui est d'entrée qui filtre les élèves. Là, il avait une liste, bien sûr, mais Mayol n'y figure pas. Alors il arrive et il dit: monsieur, vous appelez Mayol, je ne le vois pas. Bon, ben, vous ne pouvez pas entrer, je suis navré. Seulement, en parlant de Mayol, sa voix, vous savez, ici, on a du mal à cacher nos origines dans le midi de la France. Hein. Alors il devine que Mayol est de midi. Il dit: mais attendez, vous habitez dans le sud de la France? Il dit: oui, mais à quel endroit? Alors Mayol n'osait pas dire qu'il était de Banyuls, parce que les cartes à l'époque, il y avait Perpignan, Forbans, Saint-Bert. Banyuls, c'est rare qu'il figure.
Bon, alors il n'osait pas, il dit, je suis de la région de Perpignan. Puis finalement, il s'enhardit, il dit, oh, puis vous savez, je suis d'un petit village, plus près de la frontière encore, à Banyuls. Ah, Banyuls, ils ont fait un bon vin dans ce pays. Vous le connaissez? Oh non, non, jamais, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Alors évidemment, Mayol, vous imaginez, ils attendaient, je vais vous en chercher une bouteille. Alors il fonce dans sa chambre de bonne là-haut, et il avait toujours, vous savez, Bagnolin ne part jamais sans ses provisions, et il va tirer de sa bonbonne 1 litre de Banyuls, il va la porter sous sa cape, sous le brave gardien, qui évidemment prend la bouteille, et vous l'avez compris, il va dire à Mayol, écoutez, rentrez, soyez discret. Alors Mayol va suivre le premier cours d'un professeur qui s'appelait Cabanel, qui était d'origine méridionale aussi, de Montpellier. Et il va suivre le premier cours avec un carton attaché avec une ficelle, c'est autour du cou. Et là, sa copie, et il prendra le premier cours de dessin, avec le loi, vous savez comment on fait la méthode. Et le lendemain, il se pointera à nouveau en se disant, pourvu que ce même gardien, et il a de la chance, il est là. Alors évidemment, il s'approche de lui quand tout le monde est rentré. Oh, le gardien lui dit, dites, monsieur Mayol, je vous l'avais pas dit hier, hein, mais je suis joueur de corps dans l'harmonie du quartier. Vous ne pouvez pas savoir combien ce vin me fait une bonne langue pour jouer du corps. Alors, vous imaginez, il avait vu la bouteille dans la nuit, sans doute, il était trop gros. Mais en attendant, Mayol disait avec beaucoup de malice, je faisais ma bonne langue au gardien et je suivais les cours de Cabanel. Après, il y aura un autre professeur qui s'appelait Laurens aussi. Enfin bon, il sera finalement appris à l'école des Beaux-Arts qu'en 1885. La peinture qu'il apprend les déçoit à tous, presque tous ces jeunes peintres sont assez déçus. Et comme dira Mayol, nous sentions que la vérité était ailleurs. Alors la vérité, il faut la découvrir parce qu'il y a une exposition universelle et un café, le café Volpini, où on a transformé en galerie, où expose Gauguin. Tous les tableaux de Gauguin, enfin quelques tableaux de Gauguin, de l'époque, et tous ces peintres qui rentrent là sont subjugués, sont stupéfaits de trouver cette peinture. Alors pourquoi? Parce qu'on peignait sombre à l'époque. Là, les couleurs sont claires. Ensuite, on peignait avec la perspective, avec les lignes de fuite. Or, Gauguin, ce sont des grands aplats de peinture chaude qui donnent la profondeur du tableau. Puis il y a ces dos de varilliers, enfin ils sont stupéfaits, et à partir de là, on peut dire que tous ces peintres, eh bien, va couler du soleil de leur pinceau. Hein, c'est une révélation. Gauguin a fait bouger la peinture. Alors, bon, Mayol sera beaucoup impressionné par Gauguin, vous savez, beaucoup plus que par Rodin, pas du tout par Rodin. Mais c'est Gauguin qui va l'impressionner. Alors évidemment, ce n'est pas dans la peinture qui va devenir célèbre, ni dans la tapisserie, dans laquelle il va se lancer après avoir visité le musée de Cluny, la femme à la licorne. Et ça va emballer. Et il voudra faire de la tapisserie, il fera les cartons, et il embauchera 2 ouvrières, 2 sœurs, Angèle et Clotilde, Narcisse, ça s'appelait. Et c'est la tante de Clotilde, c'est Clotilde, qui l'épousera. Et il l'amènera à Paris, en 1895. Finalement, elle tombera enceinte de mon oncle Lucien, le fils d'Aristide, qui était peintre aussi. Pour ça, ils vont l'appeler, ici, on l'appelait Cri-Cri. Pourquoi? Parce qu'il disait souvent qu'il avait mangé au grillon. Alors, on l'appelait Cri-Cri, et il n'a jamais eu d'enfant, il a eu beaucoup de maîtresses. D'ailleurs, un jour, je me dis, tu sais, je viens de croiser Cri-Cri, il courait commander la paix. Où tu vas, Cri-Cri? Je vais à la poste envoyer un mandat à ma maîtresse. Je me dis, pourquoi tu leur envoies du pognon? Justement, pourquoi me foutre la paix? Il a été très généreux avec toutes ses maîtresses. Hein. Il n'a pas été un grave. Et il était très sympa, hein. Moi j'aimais bien Cri-Cri, il avait une grosse Mercedes, et j'ai fait des pelotons avec lui, moi. Donc je me souviendrai toute ma vie, parce que sa mère, la tante Clotilde, était une grande cuisinière. Hein. Alors évidemment, Cri-Cri Lucien va naître, et ils vont se marier à Paris pour qu'elle arrive enceinte, enfin avec l'enfant à Banyuls, que les choses soient normalisées. Hein. Ne croyez pas, parce que je l'ai entendu quelquefois par des conférenciers, que Mayol a abandonné Banyuls. Il y est toujours revenu. C'est-à-dire qu'il partait 5-6 mois à Paris,
mais systématiquement, il revenait à Bagnols pour les vendanges et il restait jusqu'à la fin du printemps. Et il partait à Marly, quand il a habité à Marly, retrouver le printemps à Marly. Et il partageait sa vie donc entre Bagnols et Marly-le-Roi quand il a habité à Marly, parce qu'il a eu plusieurs logements à Marly, bien sûr. Et c'est en regardant travailler ses ouvrières, ses deux sœurs, Angèle et Clotilde, il leur avait enseigné un point lancé, facile à exécuter. En somme, c'était de la broderie qu'il faisait. Et il fera de très belles tapisseries, mais il ne voudra pas acheter les pigments colorés. Il n'en est pas question. Mayol est un homme qui aime la nature, qui aime les choses vraies. Il n'aime pas les produits industriels. Et il va herboriser à Bagnols, chercher les plantes colorantes qui vont lui permettre de colorer les laines que lui envoie Georges Daniel de Montfret de Paris, parce qu'entre-temps il a connu Georges Daniel de Montfret, qui est un méridional aussi, et qui était le commanditaire de Gauguin. C'est-à-dire Gauguin lui envoyait d'Océanie des tableaux, à charge pour lui de les lui vendre. Et c'est d'ailleurs Fayet, un grand propriétaire vigneron de la région de Narbonne, qui va lui acheter beaucoup de Rodin. 75 tableaux de Gauguin. Imaginez, 75 tableaux. Un seul tableau aujourd'hui nous ferait bien plaisir d'avoir à la maison. Voyez-moi, ça représente une fortune. 75. Mais il va les vendre, ces tableaux, Fayette, pour restaurer l'abbaye de Fontfroide. Vous pouvez aller visiter, ça appartient toujours à la famille Fayette. Et il investira toutes les sommes colossales d'argent provenant de la vente de ces tableaux pour réhabiliter cette abbaye qu'il avait achetée aux enchères en 1908. Alors vous pouvez aller visiter l'abbaye de Fontfroide. J'ai visité les descendants de Fayette, je crois que c'est sa fille qui a hérité du chemin d'affaires aujourd'hui, c'est les descendants. Maintenant, ils sont très nombreux en fait. Oui, ils étaient très nombreux, mais ils ont gardé dans la famille. C'est un endroit admirable, hein. C'est une très belle abbaye de Fontfroide, qui restaure, qui continue à restaurer, qui est notable. Hein. Alors bon, Mayol, comme je vous le disais, c'est ni dans la tapisserie. Alors, là, il va commencer à sortir un peu de la misère. Parce que, grâce à ses relations, et vous savez, il connaîtra le Farail, Gabriel Farail, qui va le mettre en relation avec la famille, avec sa famille, qui donc, l'un d'entre eux est ceux qui faisaient les machines à coudre, là. Comment ça s'appelle ? Saint-Gère, voilà, donc c'est la famille Saint-Gère. Il va faire ses premiers tableaux des filles Farail. Il va fréquenter, parce qu'ils vont le mettre en relation avec le salon de la princesse de Noailles, qui elle reçoit chez elle beaucoup d'artistes, de gens intéressants, et Mayol va rentrer en relation comme ça avec ses premiers acheteurs, la princesse Bibesco de Roumanie, qui va lui apporter d'ailleurs les laines de Roumanie, qui sont plus fines, plus soyeuses, avec lesquelles il va faire ces fameuses tapisseries, qui seront remarquées par Gauguin, parce qu'il les exposera au salon de la libre esthétique à Bruxelles. Et Gauguin dira à Montfret, si un jour vous ne pouvez plus vous acquitter de votre mission de vendre les tableaux, eh bien confiez ce travail à Mayol, il s'en acquittera merveilleusement bien. Ce garçon ira loin. On parlera beaucoup de Mayol un jour. Il avait vu juste. Mais voilà, bon, pendant que ses ouvriers travaillent sur le point lancé, Mayol occupe ses mains. Il a un bout de bois, un morceau de buis, il va commencer à faire ses premières statuettes. Et ça lui vient très facile. Oh mon Dieu, il en fait une seconde. Puis il va passer à la terre anglaise, il va modeler et faire des petites statuettes ravissantes qu'il va les faire cuire dans le four de Georges Daniel de Montfret, qui habite à Villeneuve-Saint-Georges. Et il portera ces statuettes à un grand marchand, qui était très connu à Paris, qui s'appelait Ambroise Vollard. Mayol aimait bien l'appeler Ambroise Voleur. Oui, il était marchand de tableau. Il fera une fortune, cet homme, parce qu'il va acheter, pas cher du tout ce qu'avait produit à ce moment-là Cézanne. Pas très cher. Mais tout le monde apprenant que Vollard avait acheté du Cézanne va grimper au pinacle. Il va vendre ses tableaux de fortune et il deviendra milliardaire. Ambroise Vollard, c'était un.
un monsieur qui avait le don de trouver les artistes et les bons artistes. Alors Ambroise Vollard est stupéfait, parce que quand il va découvrir cette petite statuette, alors Georges Dandin en fait va lui en parler, et il va faire une petite exposition. Il avait une galerie rue Lafitte. Il va faire une petite exposition où il va exposer, c'est la première exposition pour Mayol, 36 de ses œuvres. Il y a le berceau de son fils qu'il avait sculpté lui-même, il y a 2 tapisseries ou 3, il y a un heurtoir de porte, et puis un tableau ou 2, mais surtout quelques petites statuettes. Alors, Ambroise Vollard va immédiatement contacter Rodin en lui disant: Monsieur Rodin, venez voir ce que fait ce jeune talent. C'est absolument étonnant. Je suis stupéfait. Alors Rodin, évidemment, se précipitait en compagnie d'Octave Mirbeau, très connu. Et quand il rentre dans cette petite galerie, il aperçoit sur les étagères la petite Léda, une petite statuette comme ça. Il va la prendre dans ses mains, la tourner dans tous les sens, la scruter dans le moindre détail. Et il va s'exclamer devant ses amis ébahis: voyez-vous, messieurs, je ne connais pas dans la sculpture moderne de morceaux de sculpture qui sont aussi chefs-d'œuvre que ce morceau-là. Là-dedans, il y a des leçons pour tout le monde, pour les plus grands artistes comme les débutants. Et il dira un petit peu, avec un peu de mélancolie: voyez-vous, si c'était à refaire, c'est ce que je ferais. J'ai été le sculpteur du 19e, sachez que Mayol sera celui du 20e. Alors évidemment, Octave Mirbeau va écrire cette belle lettre à Aristide, en lui disant: Aristide, c'est la gloire, Rodin vous a remarqué. Il rencontrera Rodin, bien sûr, qui viendra le voir dans son atelier à Marly, tout petit atelier, il n'avait pas de grands ateliers, alors que Rodin avait des ateliers énormes. Il y avait... D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire que va écrire, oui, parce que c'est des anecdotes. Si vous allez à Paris, vous irez au musée Rodin, et vous verrez le buste de Balzac. Le buste de Balzac, il a la gueule qui penche, vous en rase pas, il est au musée Rodin. D'ailleurs, je suis allé en livrer un jour à Meudon, avec le fondeur de Dinah, parce que Dinah avait la fonderie Godard à la fin de sa vie, et je vais livrer un Balzac avec une autre œuvre au musée Rodin. Il se trouve que la chargée des sculptures de Rodin à Meudon, c'était Antoinette Romain, qui était membre du conseil d'administration de la fondation avec moi à Paris. Bon, donc j'y vais. On avait eu la réunion la veille. Oui, la veille, on avait eu la réunion ensemble. Bon, j'y vais. Antoinette me dit: quel plaisir de vous voir, etc. Je vais vous faire voir les archives de Rodin. C'est quelque chose d'énorme, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a un musée à côté de la tombe de Rodin, le fameux penseur. Mais en dessous, il y a un musée, c'est énorme, c'est une cave. Il y a 6000 œuvres. 6000 œuvres, c'est quelque chose d'énorme. Rien que la porte de l'enfer, il y a 300 sujets. Et puis je vois par terre, je vois les Balzac. On avait livré une fonte. Alors vous savez, Mayol, dans ses débuts à Paris, fréquentait Bourdelle. C'était à l'école avec lui, ils sont du même âge. Et Achille Augier, qui était un peintre qui était né de la région de Carcassonne. Ils étaient très liés, ses amitiés ne se départiront jamais. Alors avec Bourdelle, son neveu, Adolphe d'Espy, qui a été maire de Bagnoul d'ailleurs, faisait leur petit footing dans le bois de Meudon. Et ça les conduisait chez Rodin, systématiquement, le dimanche. Et ils savaient qu'ils allaient trouver Rodin dans son atelier, qui les attendait pour prendre le café. Ils arrivent là-haut, et ils se mettent à discuter, bien sûr. Alors l'atelier était énorme. Et là, il y avait des espèces de piédestals en bois massif, sur lesquels on devinait, sous des linges, des statues, parce que Rodin est un grand modeleur. Alors ces statues, c'était des linges qu'on humidifie pour pas qu'elles s'écoulent, se trouvaient sur ces piédestals. Et Rodin parle évidemment de sculpture, de peinture, etc. Et tout d'un coup, il y a une œuvre devant eux qui se met à pencher. Bon, elle va tomber. C'est arrivé plusieurs fois ça. Rodin se lève d'un bond pour la retenir. Puis elle s'arrête de tomber. Alors Rodin prend
prend le linge, l'enlève. Il faut dire que le Balzac sur lequel il travaillait, il y avait 10 ans qu'il était dessus. C'était l'Arlésienne. Balzac va sortir l'année prochaine. Puis dans 6 mois, puis jamais, vous voyez sortir le Balzac. C'était à Paris, on se moquait de Rodin finalement. Jamais le Balzac n'arrivait. Alors Balzac, il avait lu les œuvres de Balzac, il était allé voir des gens qu'il avait connus, il est allé vivre là où il était. Enfin bref, il n'arrivait pas à sortir le Balzac. Et là, il se recule, il enlève le linge, et vous avez le Balzac qui penche. Il s'arrête de le pencher, il se retire, il dit, messieurs, voilà mon Balzac. Il a la gueule qui penche. Voilà comment il est le Balzac. Alors, en descendant, Adolphe d'Espy avait son copain, Bourdelle. Bourdelle lui dit, tu sais, Adolphe, il ne faut surtout pas raconter ce que nous venons de voir. C'est un secret d'artiste. Hein, vous le connaîtrez maintenant. Parce que Adolphe d'Espy va écrire ses mémoires et racontera comment est né le Balzac, tel que je vous l'ai raconté. Un quart d'heure pour conclure. Bon, et voilà. Balzac, allez le voir, hein, il a la gueule qui penche. Hein. Et voilà comment il dit, ça a l'air ridicule, mais c'est des choses comme ça. Hein. C'est des choses intéressantes à savoir. Alors, aussi bien que quand j'ai vu tous les Balzac, parce que le Balzac, il avait fait tout nu, tout habillé, en torse, une tête, enfin, il y avait 5 ou 6 Balzac étendus là, à mes pieds, là. Je dis, mais en connaître Romain, mais ça c'est le Balzac. Et je lui ai dit, voilà comment il est le Balzac. Je ne lui ai pas donné les mémoires de mon oncle d'Espy, parce qu'évidemment, la famille, bah, il fallait avoir l'accord de toute la famille. Alors Maillot deviendra le grand sculpteur qui se fera connaître dans le monde entier. Il fera traverser la Catalane, il lui fera traverser tous les océans. Maillot est partout. Si vous allez en Prague, vous verrez Maillot. Si vous allez en Allemagne, à Berlin, à Düsseldorf, vous allez partout, vous trouverez des Maillot. Il a eu beaucoup de chance, parce qu'à travers ses relations, il connaîtra surtout le comte Henri Kessler, qui était un grand mécène de l'art, qui d'ailleurs s'intéresse beaucoup aux livres, et il créera avec lui un papier qu'on appelle le Verger de Montval, parce que quand Kessler leur dit « je veux faire la traduction de Virgile », alors il dit « mais sur quel papier vous allez écrire ça ?» Sur le plus beau votre dans le commerce. Comment vous pouvez dire qu'il y a un papier dans le commerce? C'est des produits industriels, il n'y en a pas question. On va le faire ce papier. Et il va pétrir pendant des semaines, dans le mortier de famille, des morceaux de poils de voile, du chanvre. Et finalement, il obtiendra un petit bout de papier vert plus gros que la paume de la main, et qui avait l'aspect d'une muraille, qui était doux au toucher. Il dit, voilà votre papier. L'autre, il n'ose même pas éclater de rire, de presse. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? De la papeterie, parbleu. Si bien que Kessler va acheter une grange à Montval, à côté de Paris, et ils vont faire une petite industrie de papier, et ils vont créer ce Verger de Montval, qui va être revendu après la guerre à Montgolfier et à Canson. Donc vous voyez, c'est une invention d'Aristide de Maillot. Et il fera dessus, évidemment, beaucoup de dessins, d'études, sur ce fameux papier de Montval. Et les traductions de pas mal de livres, Belcher, Ronsard, les Georgiques de Virgile, beaucoup d'autres, 12 ouvrages en tout seront écrits et imprimés sur ce papier par la Cranach Press que possédait Kessler. Et Kessler va le mettre en relation avec tous les collectionneurs allemands, Ostors, Morozov en Russie, les collectionneurs en Suisse, si bien que Maillot vendra beaucoup. Entre 1902 et 1903, jusqu'avant la guerre de 40, il vendra, et surtout avant la guerre de 14, en une dizaine d'années, il va créer toute l'œuvre qui va le rendre célébrissime. Vous savez, Clémenceau, maintenant, j'aimerais le voir un jour. Mais monsieur Maillot, je voudrais que vous fassiez une œuvre à la gloire de Blanqui. Vous savez, à l'époque, on faisait une effigie du personnage célèbre. Mais Maillot, non. Blanqui, qui c'est Blanqui? Blanqui, c'est un homme qui est mort, après avoir fait 35 ans de prison pour la liberté. Alors Maillot lui dira, ben, écoutez, après qu'il lui ait raconté la vie, Clémenceau lui dit, mais qu'est-ce que vous me feriez, monsieur Maillot? Eh bien, beaucoup de femmes, ça vous va. Et il va faire cette fameuse action enchaînée, qui est à Puget-Théniers, puis on le trouve. C'est une des œuvres maîtresses de Maillot. Donc il y a Méditerranée,
il y a l'action enchaînée, puis vous avez le désir, c'est Kessler encore, le cycliste, c'est Kessler qui vous commande. Enfin, beaucoup de commandes qui feront la célébrité d'Aristide et la gloire de la France dans le monde entier. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes pressés.